Il existe en vous une force que vous n'avez peut-être jamais pleinement comprise. Une flamme intérieure, parfois agitée, parfois incontrôlable, parfois même destructrice. Cette énergie, lorsqu'elle est dominée par les instincts primaires, peur, colère, impulsivité, peut consumer votre potentiel. Elle vous pousse à réagir plutôt qu'à réfléchir, à défendre plutôt qu'à comprendre, à survivre plutôt qu'à diriger. Mais cette même flamme possède une autre fonction. Lorsqu'elle est maîtrisée, elle devient une lumière capable d'éclairer votre propre chemin et celui des autres. Car la véritable transformation ne consiste pas à supprimer vos instincts, elle consiste à les intégrer, à les comprendre et à les canaliser. Lorsque cela se produit, quelque chose change profondément. Votre cerveau cesse d'être uniquement réactif et orienté vers la survie. Il commence à fonctionner dans un état supérieur de stabilité intérieure. Un état de commandement calme, lucide, maîtrisé. Un état que l'on pourrait décrire comme une posture stoïque, la capacité de rester centré même lorsque les circonstances deviennent chaotiques. C'est à partir de cet équilibre que naît la véritable influence. Car ceux qui savent gouverner leurs propres émotions deviennent naturellement capables de guider les autres à travers l'incertitude, les conflits et les épreuves. Dans cette exploration, nous allons découvrir 5 principes essentiels qui permettent de transformer cette énergie brute en une forme de leadership intérieur. Un leadership fondé sur la maîtrise, l'intelligence émotionnelle et la grâce. C'est le chemin de la transformation secrète. Comprendre les instincts primaires. Chaque être humain porte en lui un système ancien, profondément ancré dans sa biologie, les instincts primaires. Ces instincts ont été conçus pour une seule mission à l'origine, survivre. Dans les environnements anciens, ils étaient indispensables. La peur vous alertait d'un danger, la colère vous donnait l'énergie de vous défendre, l'impulsivité vous permettait d'agir rapidement face à une menace. Ces réactions ont permis à l'humanité de traverser des milliers d'années d'incertitude. Mais voici le problème. Ce système de survie est toujours actif aujourd'hui, même lorsque la situation ne menace plus réellement notre vie. C'est pourquoi, dans la vie moderne, ces instincts peuvent devenir des obstacles s'ils ne sont pas compris et maîtrisés. Les 5 instincts primaires les plus influents. La peur. La peur est un mécanisme d'alerte. Elle protège, mais elle peut aussi paralyser. Exemple, un entrepreneur hésite à lancer son projet parce qu'il craint l'échec. La peur lui donne l'impression qu'il doit éviter le risque. Mais en réalité, ce n'est pas un danger vital, c'est simplement une zone d'inconnu. Si cette peur n'est pas comprise, elle bloque l'évolution. La colère. La colère est une énergie puissante. Elle apparaît lorsque quelque chose semble injuste ou menaçant. Cependant, lorsqu'elle est incontrôlée, elle provoque des décisions impulsives. Exemple, un responsable d'équipe critique publiquement un collaborateur sous l'effet de la colère. Résultat, la confiance se brise et l'équipe devient plus méfiante. La colère brute détruit l'autorité. La colère maîtrisée peut au contraire devenir une force pour défendre ce qui est juste. L'impulsivité. L'impulsivité pousse à agir immédiatement, sans analyse. Dans une situation de survie, cela peut sauver une vie. Mais dans la prise de décision, cela crée souvent des erreurs. Exemple, un dirigeant réagit à une critique sur les réseaux ou dans son organisation sans prendre le temps de réfléchir. La réaction rapide aggrave la situation au lieu de la résoudre. La précipitation est souvent l'ennemi de la sagesse. Le besoin de contrôle. Cet instinct naît de l'insécurité. Lorsque nous ne comprenons pas une situation, nous essayons de tout contrôler. Mais dans un groupe ou une organisation, un contrôle excessif étouffe les autres. Exemple, un manager surveille chaque détail du travail de son équipe. Au lieu de produire plus d'efficacité, cela crée stress et manque d'initiative. Le contrôle excessif bloque l'intelligence collective. La réaction de défense. Lorsque notre ego se sent menacé, nous avons tendance à nous justifier ou à attaquer. Exemple, lorsqu'une personne reçoit un feedback constructif, elle peut immédiatement se défendre. « Ce n'est pas ma faute ». Cette réaction empêche l'apprentissage. Un esprit défensif se protège. Un esprit mature apprend. Pourquoi ces instincts doivent être compris ?
Les instincts primaires ne sont pas des ennemis, ils sont simplement bruts. Sans conscience, ils contrôlent nos réactions. Avec conscience, ils deviennent des signaux précieux. Un leader dominé par ses instincts devient imprévisible. Il réagit sous pression, il change d'attitude selon ses émotions, il inspire la méfiance. À l'inverse, un leader qui comprend ses instincts devient stable. Il ressent la peur, mais ne se laisse pas gouverner par elle. Il ressent la colère, mais la transforme en clarté. Il ressent la pression, mais reste centré. Cette stabilité crée quelque chose de rare, la confiance. Et dans toute communauté, toute organisation ou toute mission, la confiance est la véritable base du leadership. La différence entre une personne réactive et une personne influente n'est pas l'absence d'émotions, c'est la maîtrise de ses émotions. Comprendre ses instincts primaires est donc la première étape de toute transformation intérieure. Car on ne peut pas guider les autres tant que l'on est encore guidé par ses propres réactions. 2. La guérison intérieure. Première étape du leadership. On parle souvent de leadership comme d'une capacité à diriger les autres. Mais la vérité est plus exigeante. Le premier territoire à gouverner est soi-même. Beaucoup cherchent à influencer le monde extérieur alors qu'ils sont encore dominés par leurs propres réactions internes. Peur, frustration, ego blessé, impulsivité. Tant que ces forces dirigent nos décisions, notre pouvoir reste fragile. La guérison intérieure n'est donc pas un luxe spirituel, c'est la base du leadership durable. Guérir ses instincts primaires ne signifie pas les supprimer, cela signifie apprendre à les observer, les comprendre et les transformer en énergie consciente. Comme l'exprimait le philosophe stoïcien Épictète, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » Autrement dit, ce ne sont pas les événements qui nous contrôlent, mais la manière dont nous y réagissons. Cette transformation intérieure repose sur 3 piliers fondamentaux. 1. La conscience de soi. Voir clairement ce qui se passe en vous. La conscience de soi est la capacité de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment où cela se produit. C'est remarquer quand la peur apparaît, quand l'ego se sent attaqué, quand la colère commence à monter, quand le besoin de se défendre prend le dessus. Sans cette lucidité, nous réagissons automatiquement. La plupart des conflits humains ne viennent pas d'un manque d'intelligence, ils viennent d'un manque de conscience de soi. Le philosophe Socrate résumait cela par une phrase devenue célèbre. « Connais-toi toi-même ». Cette phrase paraît simple, mais elle est révolutionnaire. Car se connaître signifie reconnaître nos déclencheurs émotionnels. Exemple concret, une personne reçoit une critique au travail. 2 réactions sont possibles. Réaction instinctive, se défendre immédiatement. Réaction consciente, observer la réaction intérieure avant de répondre. Dans le deuxième cas, l'individu commence déjà à exercer une forme de maîtrise. La conscience transforme la réaction en choix. 2. La régulation émotionnelle. Transformer l'impulsion en réponse. Une fois que l'on devient conscient de ses émotions, l'étape suivante consiste à les réguler. La régulation émotionnelle est la capacité de ressentir une émotion forte sans se laisser gouverner par elle. Cela ne signifie pas supprimer l'émotion, cela signifie créer un espace entre l'émotion et l'action. Le psychologue Viktor Frankl a exprimé cette idée avec une clarté remarquable. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Cet espace est la clé de la maturité émotionnelle. Prenons un exemple. Un dirigeant apprend qu'un projet important a échoué. Réaction instinctive possible, colère immédiate, accusation de l'équipe, décision précipitée. Réponse régulée, prendre du recul, analyser les causes, chercher des solutions. Dans le premier cas, la peur et la colère dirigent la situation. Dans le second, la lucidité dirige l'action. Les grands leaders ne sont pas ceux qui ressentent moins d'émotions, ce sont ceux qui savent les transformer en clarté. 3. La responsabilité personnelle. Reprendre le contrôle de sa vie. Le 3e pilier de la guérison intérieure est la responsabilité. Tant qu'une personne attribue ses frustrations aux autres, elle reste prisonnière de ses réactions. Blâmer devient une habitude.
Faute du système, faute des collègues, faute des circonstances. Mais cette posture empêche la croissance. Le penseur Stephen Covey écrivait « La responsabilité commence lorsque nous cessons d'accuser les autres de nos réactions. » La responsabilité personnelle ne signifie pas que tout est de notre faute, elle signifie que nos réponses nous appartiennent. Deux personnes peuvent vivre la même situation difficile. L'une s'effondre, l'autre apprend et se renforce. La différence n'est pas dans l'événement, elle est dans l'attitude intérieure. Lorsque quelqu'un accepte cette responsabilité, un changement profond se produit. Il cesse d'être une victime des circonstances, il devient acteur de sa transformation. La naissance de la maîtrise intérieure. Lorsque ces trois dimensions se développent, conscience de soi, régulation émotionnelle et responsabilité personnelle, une qualité rare apparaît, la maîtrise intérieure. La maîtrise intérieure signifie rester stable dans la pression, réfléchir dans le chaos, agir avec clarté lorsque les autres réagissent avec impulsivité. Cette stabilité devient immédiatement visible pour les autres, et c'est précisément à ce moment-là qu'un phénomène naturel apparaît. Les gens commencent à faire confiance. Parce que, dans un monde rempli d'impulsivité, celui qui possède la maîtrise intérieure devient naturellement un point d'ancrage. C'est ainsi que commence le véritable leadership, non pas par le pouvoir, mais par la transformation intérieure. 3. L'intelligence émotionnelle comme outil de guidance. Comprendre les autres est l'une des formes de pouvoir les plus sous-estimées. Dans de nombreuses organisations, familles ou communautés, les conflits ne naissent pas d'un manque de compétences, mais d'un manque de compréhension émotionnelle. Les gens ne veulent pas seulement être dirigés, ils veulent être compris. C'est là que l'intelligence émotionnelle devient un outil de guidance puissant. L'intelligence émotionnelle est la capacité de percevoir, comprendre et gérer les émotions, les siennes et celles des autres, afin de créer des relations plus équilibrées et des décisions plus lucides. Cette compétence transforme profondément la manière dont une personne influence son environnement. 1. Comprendre les émotions des autres. Chaque individu agit à partir d'un état émotionnel. Une personne stressée ne réagit pas comme une personne sereine. Une personne blessée ne pense pas comme une personne confiante. Un leader qui ignore cette réalité risque de mal interpréter les comportements. Par exemple, un employé semble démotivé. Un leader purement autoritaire peut penser « il manque de discipline ». Mais un leader doté d'intelligence émotionnelle va chercher à comprendre. Est-il surchargé? Traverse-t-il une difficulté personnelle? Se sent-il ignoré ou sous-estimé? Cette approche ne signifie pas être naïf, elle signifie chercher la cause avant de juger la réaction. Cette compréhension change totalement la dynamique d'une relation. 2. Désamorcer les tensions. Dans toute interaction humaine, des tensions apparaissent. La différence entre une personne réactive et une personne émotionnellement intelligente se voit dans la gestion de ces moments. Une réaction impulsive amplifie le conflit. Une réponse consciente peut l'apaiser. Prenons un exemple concret. Deux collègues sont en désaccord lors d'une réunion. Une personne émotionnellement immature peut répondre « Tu as complètement tort ». Cette phrase ferme immédiatement le dialogue. Une personne dotée d'intelligence émotionnelle peut dire « Je comprends ton point de vue, mais voici une autre perspective ». La tension diminue parce que l'autre se sent respecté. La gestion émotionnelle devient alors un outil de stabilité. 3. Créer un climat de confiance. La confiance ne se construit pas uniquement avec des compétences techniques, elle se construit par la sécurité émotionnelle. Les gens font confiance à ceux qui écoutent réellement, restent calmes sous pression, respectent les émotions des autres, évitent l'humiliation ou la domination. Lorsqu'une personne agit avec intelligence émotionnelle, les autres se sentent plus libres de exprimer leurs idées, poser des questions, reconnaître leurs erreurs. Dans ce type d'environnement, la collaboration devient plus forte. 4. Inspirer plutôt qu'imposer. Le leadership basé sur la peur peut produire des résultats à court terme, mais il détruit la motivation à long terme. À l'inverse, l'intelligence émotionnelle permet d'inspirer. Inspirer signifie éveiller l'engagement intérieur des autres. Prenons un exemple historique simple. Un leader autoritaire peut dire « Faites-le parce que je l'ai ordonné ». Un leader inspirant dira plutôt « Voici pourquoi ce travail est important et ce que nous pouvons accomplir ensemble ». Dans le premier cas, les gens obéissent.
Dans le second, il s'applique. La différence est immense. 5. L'influence durable. Les leaders les plus influents ne contrôlent pas les gens, ils les comprennent. Comprendre les émotions humaines permet de anticiper les réactions, résoudre les conflits plus rapidement, créer une loyauté durable. Les individus suivent naturellement ceux qui les respectent et les valorisent. C'est pourquoi l'intelligence émotionnelle est aujourd'hui considérée comme l'une des compétences les plus importantes du leadership moderne. Dans un monde plein de stress, de pression et d'incertitude, celui qui sait rester lucide émotionnellement devient une présence stabilisatrice. Et cette stabilité attire naturellement la confiance. La véritable influence ne repose pas sur la domination. Elle repose sur la capacité de comprendre profondément les êtres humains. Lorsqu'une personne développe cette intelligence émotionnelle, elle cesse simplement de diriger. Elle commence à guider. 4. La grâce, la dimension supérieure du leadership. La maîtrise de soi et l'intelligence émotionnelle sont déjà des forces puissantes. Mais il existe une dimension encore plus élevée dans l'art de guider les autres, la grâce. La grâce est la capacité de diriger sans arrogance, sans domination et sans dureté inutile. C'est une force calme qui élève au lieu d'écraser. Dans un monde où beaucoup cherchent le pouvoir pour contrôler, la grâce rappelle une vérité essentielle. Le leadership véritable ne consiste pas à être au-dessus des autres, mais à les faire grandir. Comme l'exprimait Lao Tzu, le meilleur dirigeant est celui dont le peuple dit à la fin « Nous l'avons fait nous-mêmes ». Autrement dit, le grand leader ne cherche pas à se glorifier. Il crée les conditions pour que les autres révèlent leur propre potentiel. 1. L'humilité, la force silencieuse des grands leaders. L'humilité est souvent mal comprise. Elle n'est pas la faiblesse ni le manque de confiance. Elle est la capacité de reconnaître que l'on continue toujours à apprendre. Un leader humble écoute davantage. Il ne pense pas tout savoir. Il cherche à comprendre avant de juger. L'histoire montre que les dirigeants les plus respectés possédaient cette qualité. Par exemple, Nelson Mandela était connu pour écouter attentivement même ceux qui étaient en désaccord avec lui. Cette capacité à écouter créait un respect profond autour de lui. L'humilité ouvre un espace où les autres peuvent s'exprimer sans peur. Et lorsqu'une personne se sent respectée, elle donne naturellement le meilleur d'elle-même. 2. La patience. Comprendre que la transformation prend du temps. Diriger des êtres humains signifie travailler avec des réalités complexes, des émotions, des histoires personnelles, des erreurs. La patience devient alors une vertu essentielle. Un leader impatient cherche des résultats immédiats. Un leader patient comprend que la croissance est un processus. Le philosophe Aristote rappelait une idée fondamentale. La patience est amère, mais son fruit est doux. Dans un environnement humain, les erreurs sont inévitables. La patience permet de transformer ces erreurs en apprentissage. Par exemple, dans une équipe, un membre peut échouer sur un projet. Un leader dur peut réagir par la critique ou l'humiliation. Un leader guidé par la grâce utilise cet échec comme une opportunité de progression. Cette attitude renforce la confiance et la loyauté. 3. La compassion. Comprendre la réalité humaine. La compassion ne signifie pas tolérer l'irresponsabilité. Elle signifie reconnaître que chaque individu traverse ses propres luttes. Un leader capable de compassion voit plus loin que les comportements visibles. Il comprend que derrière une erreur peut se cacher la fatigue, la pression, le doute, une difficulté personnelle. Cette compréhension change profondément la manière de répondre. Le philosophe Marc Aurèle écrivait « Lorsque quelqu'un commet une erreur, demande-toi d'abord si tu n'as jamais fait la même chose. » Cette réflexion introduit l'empathie dans le jugement. La compassion ne rend pas le leader plus faible, elle le rend plus juste. 4. La capacité à pardonner. Libérer l'énergie collective. Le ressentiment est l'un des poisons les plus puissants dans les relations humaines. Lorsqu'un leader nourrit la rancune, la tension se propage dans tout le groupe. La capacité à pardonner devient un acte stratégique. Pardonner ne signifie pas oublier les responsabilités. Cela signifie refuser de laisser le passé détruire l'avenir. Comme l'expliquait Mahatma Gandhi, le faible ne peut jamais pardonner. Le pardon est l'attribut des forts. Le pardon libère l'énergie du groupe et permet de repartir sur des bases plus saines. 5.
élever les autres au lieu de les écraser. Lorsque l'humilité, la patience, la compassion et le pardon se réunissent, une qualité particulière apparaît, la grâce dans le leadership. Un leader guidé par la grâce corrige sans humilier, dirige sans dominer, inspire sans manipuler, protège la dignité des autres. Dans un environnement marqué par la pression et la compétition, cette attitude devient extraordinairement puissante. Les gens n'oublient jamais la manière dont ils ont été traités. Un leader dur peut obtenir l'obéissance. Un leader guidé par la grâce obtient le respect et la loyauté. La véritable grandeur d'un leader ne se mesure pas au pouvoir qu'il exerce, mais au nombre de personnes qui l'aident à devenir plus fortes. La grâce est ce qui transforme l'autorité en influence et le leadership en héritage durable. 5. Le passage du contrôle à l'inspiration. Il existe deux manières fondamentales de diriger les autres. La première repose sur le contrôle. La seconde repose sur l'inspiration. Le contrôle cherche à imposer. L'inspiration cherche à éveiller. Lorsque quelqu'un n'a pas encore guéri ses instincts primaires, peur, besoin de domination, insécurité, il dirige souvent par le contrôle. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il craint de perdre l'autorité. Mais lorsque la transformation intérieure commence, le leadership change profondément de nature. Il passe d'un système de pression extérieure à une influence intérieure et durable. 1. Le leadership basé sur la peur, une autorité fragile. Le leadership fondé sur la peur est l'un des plus anciens modèles d'autorité. Il fonctionne grâce à 3 mécanismes, la pression, la punition et la hiérarchie stricte. Dans ce système, les gens obéissent parce qu'ils craignent les conséquences. Mais ce type de leadership possède une faiblesse majeure. Il crée de l'obéissance, pas de l'engagement. Exemple concret, dans certaines organisations, un responsable exige des résultats en menaçant constamment son équipe. Les employés exécutent les tâches pour éviter les reproches, mais ils ne prennent aucune initiative. La créativité disparaît. La motivation s'effondre. Dès que ce leader quitte la pièce, l'énergie du groupe chute. Pourquoi ? Parce que l'autorité reposait sur la peur, pas sur l'adhésion. 2. L'autorité par l'exemple, la source de la crédibilité. Lorsque quelqu'un développe une véritable intelligence émotionnelle, il comprend une chose essentielle. Les gens n'écoutent pas seulement ce que vous dites, ils observent ce que vous incarnez. Un leader qui exige la discipline mais agit avec désordre perd sa crédibilité. Un leader qui prêche le respect mais humilie les autres détruit sa légitimité. À l'inverse, l'exemple crée une autorité naturelle. Exemple, dans une équipe confrontée à une crise, un responsable peut paniquer et transmettre son stress à tout le groupe. Ou il peut rester calme, analyser la situation et rassurer les autres. Dans le second cas, quelque chose de puissant se produit. La stabilité du leader devient un point d'ancrage psychologique pour les autres. Les individus se disent intérieurement « si lui reste calme, alors nous pouvons traverser cela ». L'exemple crée la confiance. 3. La stabilité émotionnelle, l'ancrage du leadership. Dans les moments de tension, la plupart des gens deviennent réactifs. La pression déclenche la colère, la panique, les décisions précipitées. C'est précisément dans ces moments que la stabilité émotionnelle devient un avantage immense. Une personne capable de rester lucide dans le chaos devient naturellement une référence. Exemple simple, dans une réunion où un conflit éclate entre 2 collaborateurs, la tension peut rapidement monter. Un responsable impulsif prend parti immédiatement ou élève la voix. Un leader stable va écouter les 2 parties, calmer le rythme de la discussion, reformuler les positions de chacun. Cette posture transforme une confrontation en dialogue. La stabilité émotionnelle agit comme un régulateur collectif. 5. La confiance, le moteur de l'engagement. Lorsque les gens sentent qu'ils sont respectés, compris et soutenus, ils commencent à développer de la confiance. La confiance change tout. Elle libère la créativité, l'initiative, la responsabilité personnelle.
Dans un environnement de confiance, les individus ne travaillent plus seulement pour éviter les sanctions, ils travaillent parce qu'ils croient au projet. Exemple, un entrepreneur partage clairement la vision de son entreprise et montre qu'il valorise réellement ses collaborateurs. Progressivement, l'équipe ne se contente plus d'exécuter des tâches. Elle commence à proposer des idées, à résoudre les problèmes et à s'investir davantage. La confiance transforme un groupe d'exécutants en communauté engagée. 5. L'inspiration, la forme la plus élevée d'influence. Lorsque la confiance, l'exemple et la stabilité émotionnelle se réunissent, le leadership atteint un niveau supérieur, l'inspiration. Inspirer signifie réveiller chez les autres leur propre motivation. Dans ce type de leadership, les gens suivent non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils croient en la direction prise. Ils sentent que leur contribution a du sens, leur potentiel est reconnu, leur effort participe à quelque chose de plus grand. C'est ce qui distingue un simple gestionnaire d'un véritable guide. Le gestionnaire organise les tâches, le guide éveille les consciences et mobilise les énergies. Le contrôle peut forcer les gens à agir, mais seule l'inspiration peut leur donner l'envie profonde de s'engager. Et cette inspiration ne vient pas de la position hiérarchique, elle vient de la transformation intérieure d'un individu qui a appris à maîtriser ses instincts, à comprendre les autres et à diriger avec stabilité. C'est à ce moment précis que le leadership cesse d'être une fonction et devient une influence vivante. Guérir ses instincts primaires n'est pas un acte de faiblesse, c'est une évolution. C'est le passage d'un esprit dominé par la réaction à un esprit guidé par la conscience. Chaque être humain possède deux forces intérieures, l'instinct qui pousse à réagir et la sagesse qui apprend à répondre. Lorsque la colère, la peur ou l'orgueil dirigent votre vie, vous vivez dans un mode de survie. Mais lorsque vous apprenez à observer ces émotions, à les comprendre et à les transformer, vous entrez dans un niveau supérieur de maîtrise personnelle. Le philosophe Aristote disait « Se mettre en colère est facile, mais se mettre en colère contre la bonne personne, au bon degré, au bon moment et pour la bonne raison, voilà ce qui est difficile. » Cela signifie que la vraie force ne consiste pas à supprimer ses émotions, mais à les diriger avec intelligence. Celui qui maîtrise sa colère inspire la paix. Celui qui transforme ses blessures développe la compassion. Et celui qui comprend ses émotions finit par comprendre celles des autres. C'est ainsi que naît un véritable leader. Le philosophe stoïcien Sénèque affirmait « La plus grande victoire est la victoire sur soi-même ». Lorsque vous gagnez cette bataille intérieure, vous devenez un point de repère pour ceux qui sont encore perdus dans leurs tempêtes émotionnelles. Votre calme devient une boussole, votre sagesse devient une lumière, et sans même chercher à diriger, les autres commencent naturellement à vous suivre. Si ce message vous parle et que vous voulez continuer à explorer ces principes de transformation intérieure, prenez un instant pour soutenir ce contenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines réflexions profondes sur la maîtrise de soi et la réussite intérieure. Laissez un like pour montrer que ces idées résonnent en vous et écrivez en commentaire quelle émotion avez-vous décidé de transformer pour devenir une meilleure version de vous-même. Votre parcours peut aussi devenir une lumière pour quelqu'un d'autre.